Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais disponible dans le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent, le monde, et sans aucun doute à la veille d'un nouvel ordre mondial, s'il n'y a pas déjà un nouvel ordre mondial. Et l'année 2026 sera à l'évidence l'année des grands bouleversements géopolitiques. Et un seul pays mène la danse: les États-Unis d'Amérique. Après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, pour des raisons que tout le monde sait, les États-Unis déploient en ce moment toute une armada autour de l'Iran. La situation est inflammable et explosive au Moyen-Orient. Mais l'ayatollah iranien, le guide Ali Khamenei, dit ne pas du tout être impressionné par le déploiement américain. Il dit avoir le doigt sur la gâchette et promet l'enfer à quiconque s'attaquera à son pays. Mais comme on le sait, le président américain, lui non plus, n'a peur de rien. Il ose tout. Alors l'affrontement militaire sera-t-il inévitable? Comment sera-t-il avant même la fin de cette émission? Comme toujours, l'Afrique observe tout ça de loin. Mais est-elle si loin que ça? Les protagonistes ne sont-ils pas ses partenaires? Quel doit être le positionnement du continent africain? L'Afrique, dans le nouvel ordre mondial, c'est le thème de notre émission de ce jour, où j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Jemal Taleb, vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous plaidez dans de nombreux pays du continent, on l'a vu récemment au Cameroun. Vos lectures de la géopolitique internationale sont très pertinentes et c'est à juste titre que je vous ai invité. Vous êtes par ailleurs analyste politique éditorialiste. Merci, Jemal Taleb, d'avoir accepté notre invitation. Steve Banzego Dieko, vous êtes écrivain, par ailleurs maître de conférence à l'université Omar Bongo de Libreville, président du think tank CAPS, Centre africain d'analyse politique et stratégique. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont ceux-ci que j'ai entre les mains: Enjeux géopolitiques et hydropolitiques dans le golfe de Guinée, publié aux éditions L'Harmattan, ou encore Le syndrome d'Hubris dans les arènes politiques africaines, publié aux éditions Sciences politiques, ou encore des livres, vous en écrivez tout le temps: La ponérologie politique en Afrique contemporaine, publié aux éditions Véron. Merci à vous. C'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et un autre analyste politique est avec moi, et pas des moindres, Bara Ndiaye. Vous êtes analyste en géopolitique, consultant expert en innovation et technologie, président du collectif Diaspora Debout. Merci Bara Ndiaye. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Commençons cette émission par une question simple. Le 3 janvier dernier, lorsque le président américain faisait enlever son homologue vénézuélien, on nous expliquait que c'était pour des raisons de sécurité nationale, que le président vénézuélien inondait les États-Unis d'une énorme quantité de drogue. Donc on pouvait s'affranchir de l'ONU, on pouvait s'affranchir d'un mandat de l'ONU pour aller attaquer un pays. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Jemal Taleb? L'Iran menace-t-elle la sécurité des États-Unis? C'est ça qui justifie aujourd'hui le déploiement de toute cette armada dans le Golfe Persique? Le Venezuela non plus ne menace pas la sécurité des États-Unis. Mais voyez-vous, depuis l'élection de Barack Obama, on a une espèce de lifting sur la politique étrangère américaine. Cette politique étrangère donc a été poursuivie. On a eu l'intermède de Trump 1 par les années Biden. Et on a probablement oublié ce que sont les États-Unis d'Amérique réellement. Ils ont enlevé Noriega. Ils ont attaqué l'Irak sans aucun mandat des Nations Unies. Et si on devait remonter un peu plus loin, mais rassurez-vous, je n'irai pas au Moyen-Âge. Quand le président Wilson est arrivé au pouvoir, les peuples coloniaux, à l'époque, ont développé un espoir réel dans un soutien de ce pays qui est une grande démocratie, qui est un grand pays venu, un grand peuple venu d'un peu partout, qui a été capable de développer un génie nouveau, différent. Et on avait espéré, les peuples coloniaux que nous sommes à l'époque, qu'il allait nous écouter avec une oreille attentive. Ça n'était pas le cas non plus. Et puis quand vous regardez l'aide américaine dans le monde, elle va toujours aux intérêts américains. La plus grande aide va à l'Égypte, le Kenya, pas forcément dans les pays qui en ont bien besoin. Donc on a mais un espoir terrible. Sauf que là, nous avons un nouveau président qui a un langage nouveau, une culture nouvelle, un peu de grossièreté, un peu de bouffonnerie,
On n'a pas l'habitude parce qu'habituellement, on a des élites swap, bien élevées, bien éduquées, généralement bien formées et qui n'ont surtout pas la grossièreté que le président Trump a. Et depuis qu'on a cela, on se dit, bon, on a ça, c'est la tronche, pardon de l'expression, et on est finalement dans un monde nouveau. Un monde nouveau qui est désormais régi par des règles différentes. La lettre envoyée au président, à la Norvège, est surréaliste. Oui. Le commentaire qu'il a sur ses alliés européens, qui sont son prolongement naturel, sont surréalistes. Nous sommes dans un monde nouveau. Et alors, évidemment, nous sommes tous choqués, interloqués, et puis surtout ébahis. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous avons peur, nous tremblons. Ses alliés traditionnels tremblent. De ce président, à peine est réélu pour une deuxième fois, a dit: le Canada, je mets en cause sa souveraineté. Le Groenland, il est bon pour moi. Et en définitive, le pétrole du Venezuela, non seulement je vais kidnapper un peu aidé quand même par des gens du Venezuela eux-mêmes. Donc je vais les kidnapper et en définitive, je vais m'occuper de leur commerce, de leur pétrole. Je vais leur laisser quelques petits miettes. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est tout comme. Donc ce président nouveau s'est dit, encore une fois, eh bien, nous avions intéressé à un nouveau pays qui s'appelle l'Iran. Trump 1, c'est pas inintéressant de revenir à Trump 1. J'ai toujours souvenir que le jour où le président Trump a été élu en 2016, quelqu'un m'a dit: ah, ça y est, le président Trump a été élu. Je lui ai dit: tant mieux, Madame Clinton a perdu. Je vais vous dire pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit en me disant: voilà un chef d'État qui nous dit, parce qu'il nous l'a dit pendant sa campagne électorale, je n'irai pas chez les autres. Je vais me reconcentrer sur l'Amérique. Il l'appelait American First. C'est ça. Et il dit: je vais enterrer le réseau, m'occuper des ponts qui sont en mauvaise qualité. Regarde un peu le niveau de vie des Américains. Honnêtement, en tout cas, moi je fais partie de ceux qui ont applaudi. Évidemment qu'on a une douche froide parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas vrai. Trump 2, lui, en définitive, est un prolongement et on ne l'a même pas réalisé. Parce qu'en fait, on est obnubilé soit par l'amour qu'on a des États-Unis, soit de la passion qu'on a, soit de l'amour parfois qu'on a, pas aussi par nos méchancetés, nos lâchetés, nos peurs. Il y a tout ça à la fois. Et donc tout ça fait que nous sommes aujourd'hui en train de regarder et nous dire: il va attaquer l'Iran. Ben, c'est possible, malheureusement. C'est possible parce que dans sa folie meurtrière, on a probablement... Je n'ai pas dit qu'il a raison, j'ai dit c'est possible. Non, pour quelle raison Mais les raisons sont multiples. Je veux dire, si vous vous en prenez au Venezuela, vous pouvez vous en prendre à l'Iran. Sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela. Ah, ça, c'est sûr. C'est un continent. Oui. C'est un continent. C'est un peuple qui a 17 siècles d'histoire, 14 ou 17 siècles d'histoire. C'est un pays où on n'a jamais réussi vraiment à l'enterrer. C'est un pays de montagne. Et quand vous voulez changer le régime, vous ne le changez pas en kidnappant le guide Khamenei comme vous le faites au Venezuela. Il va falloir y entrer. Il va falloir engager des troupes. Oui. Et on continuera, si vous le souhaitez bien, le débat là-dessus. Très bien. Merci, Gemal. Steve Dieko, très rapidement, il faut quand même s'interroger sur les motivations officielles. Le 28 décembre dernier, on nous a expliqué que de fortes manifestations ont lieu en Iran contre le guide qui aurait tué des milliers de manifestants. Bon, on n'a pas parlé des manifestants pro-régime, mais peu importe. Moi, je n'ai pas de camp ici. Mais on nous annonce aussi que les manifestants ont cessé. Et alors qu'on nous apprend que les manifestations ont cessé, on déploie toute une armada autour de l'Iran. Et du coup, la cause, s'il y a attaque militaire, la cause officielle, ce serait quoi finalement? Je crois que, pour abonder un peu dans le sens de monsieur le maître Taïeb, c'est cela? Taleb. Ouais. Je crois qu'il faut revenir d'abord à l'histoire de ces deux pays. La coopération, ou du moins la relation bilatérale entre l'Iran et les États-Unis, qui est, de mon point de vue, a été toujours émaillée par un certain nombre de conflits finalement, ou de tensions. Rappelez-vous, en 1953, les États-Unis et les Britanniques, le service de renseignement britannique c'était un coup d'État, avait tout organisé pour destituer celui qui avait été élu démocratiquement. Je parle de 1953. Mossadegh, je n'ai plus le nom en tête. Ensuite, nous avons en 1979 la révolution ou le Shah. Les Américains ont tout fait, effectivement, pour soutenir, déstabiliser ce pays. En 1979-81, rappelez-vous, n'est-ce pas, des otages à l'ambassade à Téhéran, à l'ambassade américaine à Téhéran,
qui est resté à peu près près de 444 jours, qui a créé une tension entre Téhéran et Washington. Ouais. Nous avons en 1980-88 la guerre en Irak, Iran-Irak, où on a bien vu les Américains et certains pays européens, notamment les Britanniques, se sont posés stratégiquement en ouvrant un certain nombre d'informations pour soutenir l'Irak. Bref, donc on voit bien que dans cette nouvelle dynamique engagée par Trump, je crois que les raisons sont d'abord historiques, entre la frustration de ce qu'il appelait lui-même un pays de résistance, finalement, qu'il considère comme un pays de résistance, et que pour lui, dans son idéologie d'influencer cette zone du Moyen-Orient, il considère effectivement que cela passe par la déstabilisation de ce régime, parce qu'il veut étendre son influence en tenant compte des rivalités qui existent entre la Russie et la Chine sur ce pays. Mais je crois qu'au-delà de ces aspects historiques, il y a aussi une question, de mon point de vue, essentielle dans la trajectoire de Trump. C'est aussi l'idéologie. American First, que d'ailleurs a été le slogan, c'est American First, c'est Amérique d'abord sur le plan sécuritaire, pensée, donc tout ce qui est intérêt, en stratégique, puissance hégémonique, et dois-je rajouter économique, donc tous les calculs politiques et économiques sont en réalité implémentés par son idéologie ou alors son slogan American First. Il y a donc, de mon point de vue, un autre aspect qui me semble essentiel, c'est celui de la violation finalement sur le plan juridique. Là, je parle sous le contrôle d'un juriste qui est, en réalité, si les États-Unis s'amenaient à attaquer l'Iran, Oui. ils violeraient ce qu'ils appellent le Power Act Oui, de 1963, qui est donc une loi fédérale qui, en principe, donne au président américain l'autorisation de pouvoir attaquer un pays, mais sous plus de 60 jours. Mais on est habitué de faire, parce que c'est pas la première fois que les États-Unis attaquent. On a bien vu aux États-Unis. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, de mon point de vue, peuvent quand même nous amener à avoir une attitude craintive sur l'attitude du président américain, et que en face, comme l'a dit Maître, l'Iran, ce n'est malheureusement ou heureusement pas le Venezuela, et qu'en face, ce pays a, n'est-ce pas, un certain nombre d'armements. On ne le sait pas encore véritablement. Baron Ndiaye, il n'y a pas de mandat de l'ONU, il n'y a même pas de cadre de concertation. Là, le président américain est en train de créer son propre conseil de sécurité, son conseil de sécurité privé, où l'adhésion coûte très cher. Il faut payer $1 milliard pour faire partie de ce prestigieux conseil de sécurité. Comment, en l'espace de quelques mois, on en est arrivé à créer un contexte où le droit international ne signifie plus rien du tout, où le sentiment s'est installé, mais alors de façon totale, qu'on peut faire ce qu'on veut sans rendre compte à personne. Effectivement, Richard, la question est très pertinente et ça appuie là où ça fait mal, dans la mesure où Trump non seulement ne respecte pas le droit international, il ne respecte pas les instances comme l'ONU, mais il ne respecte même pas son droit interne, le Congrès. Il n'a pas sollicité le Congrès américain, qui est le va-t-en-guerre, qui donne le go. Donc Trump, pour moi, il se comporte en monarque, il est imbu de sa personne, il manque de diplomatie et de classe pour un président américain, parce que moi j'ai des références comme Kennedy, comme Obama et autres, et Lincoln. Trump restera dans le mauvais côté de l'histoire, à mon avis. Alors, pour faire un peu d'histoire, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis l'époque de Mossadegh, c'est-à-dire qu'à l'époque du Shah, que les États-Unis, via la CIA, avaient concocté un coup d'État, bien sûr, pour l'enlever, parce que son seul problème, son seul malheur, c'était de dire qu'il allait gérer la souveraineté du pétrole iranien. Il allait faire voter cette loi. Ouais. C'est là où les histoires ont commencé. Et qui dit Trump dit deux axes d'influence. Influence régionale,
et militaire économique. Économique via le pétrole, influence régionale parce qu'il veut marquer son empreinte et comme il a son bras armé qui est Israël et ses alliés à lui qui sont les alliés du Golfe, hein, le Qatar, Bahreïn, Emirates, etc. Il ne faut pas qu'une puissance, surtout musulmane, émerge dans ce secteur-là. Et l'Iran, malgré, on va dire, la durée de vie des mollahs, qui sont là depuis 47 ans, d'accord, avec les gardiens de la révolution, qui sont le premier rempart, avec ses proxys qu'il avait, qui sont le Hezbollah pour la partie libanaise, et son allié syrien, qui ont été affaiblis par les dernières guerres, surtout celle des 12 jours, Trump s'est dit maintenant que l'Iran est devenu moins puissant, c'est le moment de l'attaquer. Mais Trump sait qu'il n'attaquera pas l'Iran, à mon sens, parce que les dégâts seront multiples dans la zone Moyen-Orient, chez tous ses alliés, ce que le régime dénonce déjà, et pas mal ses alliés, y compris l'Arabie Saoudite et le Qatar et les Émirats, ont dit vous n'utiliserez ni notre espace aérien, ni notre sol pour attaquer l'Iran. Parce que l'Iran ne pourra pas atteindre les États-Unis. C'est ce qu'ils disent pour le moment. C'est ce qu'ils disent. Bon, est-ce que Trump a besoin de... Alors, Trump... Ils vont faire quoi si Trump viole leur espace? Trump, c'est un va-t-en guerre, mais on le sait, mais Trump est intelligent. Il bombe le torse, il envoie ses porte-avions, USS Gerald Ford, USS Abraham Lincoln et autres. Trump a essayé de jouer le même jeu avec l'Union européenne il y a 2 semaines, et l'Union européenne s'est regroupée pour une fois. Il a reculé en disant pour le Danemark, c'est bon. Il a reculé, on ne sait pas, très rapidement. Pour l'instant. On ne sait pour l'instant. Oui, très rapidement, et je m'attalais. Il y a une combinaison de facteurs, raisons. L'Iran, c'est les meilleures réserves pétrolières du monde. De bonne qualité d'ailleurs. En tout cas, une qualité meilleure que le pétrole vénézuélien. Je n'ai rien dit du tout, mais on veut comprendre. Parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Et bien entendu, on le sait, c'est un secret de polichinelle. L'Iran, c'est l'ennemi juré d'un ami des États-Unis. Est-ce que ça aussi, ça constitue la motivation aujourd'hui qui fait que Trump veut y aller quand même, malgré les mises en garde, malgré le fait qu'en juin dernier, l'Iran a quand même montré qu'il est capable de riposter si elle est attaquée. Pourtant, il veut y aller quand même. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je comprends très bien votre question, Richard, qui est absolument très très bonne, mais les États-Unis avaient un allié, vous l'avez souligné, le Shah d'Iran, pendant très longtemps. C'était un régime sanguinaire, criminel, violent, dont les Iraniens ne voulaient plus. Et ils l'ont fait partir en 1979 par une révolution islamique. La révolution islamique, je ne suis pas sûr qu'elle ait réussi tous ses objectifs. Je ne suis pas sûr qu'elle soit l'idéal pour les Iraniens. Mais enfin, moi, je ne suis pas iranien. Donc, je ne suis qu'un petit observateur lointain qui donne des regards du haut de son piédestal. Mais tout le monde conviendra au moins que le régime du Shah était 10 fois plus sanguinaire. Les Iraniens sont, je le disais tout à l'heure, un peuple séculaire qui a une histoire très très longue. Si j'étais le président des États-Unis, je regarde la carte. Mon raisonnement est simple. Mes intérêts sont où? Mes intérêts, c'est à l'évidence en Arabie Saoudite, au Qatar, en Irak et probablement en Iran. Oui. Et donc, mon intérêt n'est pas d'embraser la région, de rendre le pétrole à un prix incroyable, de gêner ma politique étrangère, mes intérêts et un peu accessoirement mes alliés. On nous raconte que la guerre devait avoir lieu et que le monarque saoudien actuel, en tout cas le prince héritier, aurait fait pression sur le président Trump pour que ça ne se fasse pas. Il est bien entendu qu'il est probablement le premier à en pâtir. Faut-il l'écouter? Vous l'avez dit très longtemps, je n'y crois pas. D'ailleurs, il n'écoute tellement pas que l'armée israélienne a bombardé le Qatar, Doha, il n'y a pas très longtemps. Vous imaginez bien que la première base militaire américaine à l'étranger, elle est là-bas. Et donc, elle aurait vu, elle aurait pu l'avertir, elle ne l'a pas fait. Mais l'allié principal des Américains dans la région n'est pas forcément lié à leurs intérêts économiques. Il est lié à autre chose, c'est Israël. Et donc, très probablement que le pays qui a le plus à gagner de cette situation, c'est d'abord les Israéliens. Un, il n'y a aucun pays dans la région qui les défie, à part l'Iran. Deux, il n'y a qu'un seul pays qui est susceptible demain d'avoir l'arme atomique, c'est l'Iran. Troisièmement, le seul pays qui ne sont pas capables ni d'envahir, ni d'attaquer, et on l'a vu en juillet dernier, c'est l'Iran. Donc seule la puissance américaine est capable de le faire. Et donc naturellement,
quelle est la capacité du président des États-Unis de chercher, d'aller à l'encontre de ses intérêts, de faire plaisir à un allié important, mais Bien parfois sûr. encombrant Oui. et pas toujours docile. Oui, La oui. question, elle est celle-là. Nous sommes naturellement ici pas capables d'y répondre, mais on peut avoir des lectures préliminaires. Dans l'histoire, Oui. allez-y. Allez-y. Dans l'histoire, on sait maintenant que dans les expériences passées, les Américains ne résistent pas beaucoup aux Israéliens. Et la puissance des gouvernements successifs israéliens, c'est qu'en général, ils font faire par les Américains ce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de le faire. Cela dit, Ou n'ont pas envie de faire. mais souvent ne sont pas, en tout cas en l'occurrence ici, ne sont pas capables de le faire. Vous pouvez attaquer le Qatar, vous pouvez même attaquer le Liban à côté, la Syrie à côté. L'Iran, c'est un très grand morceau et un grand pays. Et la guerre de juillet dernier, celle de 12 jours, nous a démontré que les Iraniens ont une capacité de frappe qui est réelle, de riposte qui est importante et qu'ils maîtrisent la technologie la plus importante. Souvenez-vous d'un élément important, c'est que les attaques de drones les plus fortes, les plus virulentes par les Russes, elles le font par les drones turcs, mais aussi iraniens. Et donc les Iraniens sont d'une technologie, se maîtrisent une technologie très forte. Et puis ils maîtrisent la deuxième technologie, c'est la technologie nucléaire. C'est-à-dire que vous pouvez retarder l'obtention par l'Iran de l'arme atomique comme vous le voulez, sauf que le savoir-faire est là, la technologie est là, et que la capacité de l'Iran, si elle ne l'a pas déjà de posséder la bombe atomique, elle la tient et qu'elle la tiendra. La question pour donc les États-Unis, elle est double. Faut-il laisser un allié israélien menacé par un pays qui demain est capable d'avoir une arme atomique? Deuxièmement, sommes-nous capables de vivre avec un Iran indocile, indélicat, pas toujours gentil? Mais en même temps, ça pose une autre question. Oui. Si j'étais le président, le roi d'Arabie Saoudite ou des Émirats arabes, la question est, le seul pays aujourd'hui capable de calmer les ardeurs des Israéliens et de ne pas en faire la seule puissance de la région, c'est l'Iran. Si demain elle est décapitée, ils seront face non pas à deux pays qui sont capables de s'anéantir, dans lesquels eux, ils tirent leur épingle du jeu, mais plutôt à une seule puissance hégémonique qui ne se gêne en général pas de frapper là où elle en a envie, dans tous les pays, y compris chez ses alliés. Et donc cette question-là, naturellement, il faut se la poser. Et je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.